mesdames et messieurs, et bienvenue sur First TV Africa pour cette édition d'information. Voici les titres. Le basketball, le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire après le football et le handball, a du mal à prendre son envol. Promotion des valeurs africaines, tel est le but du Melting Pot qui a sa deuxième édition. Cette exposition met en valeur les œuvres de peintres africains durant 2 mois. Et au Burkina, les membres du parti politique Réseau libéral africain souhaitent prendre le pouvoir en 2020, se mettre en ordre de bataille. Après le football et le handball, le basketball est le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus d'adeptes du petit panier, mais il y a un manque d'infrastructures et de moyens financiers qui freinent l'élan de ce sport. Suivons ensemble cet élément. Le basketball est, après le football et le handball, l'une des disciplines les plus pratiquées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, faute de moyens financiers pour les déplacements, toutes les équipes du championnat national sont basées à Abidjan, la capitale économique du pays. C'est à travers des tournois ponctuels, comme le Salam Day de Yamoussoukro, que les férus de basketball tentent de développer ce sport à l'intérieur du pays. Le tournoi s'adresse aux joueurs qui ne jouent pas le championnat. Elle fait la part belle à ceux qui sont dans des catégories inférieures de pouvoir s'exprimer. Nous avons beaucoup espoir que la fédération jette un coup d'œil à l'intérieur du pays, car l'intérieur du pays regorge d'énormes talents. Donc c'est une lucarne que nous offrons au basket ivoirien pour déceler ces talents-là. Les tournois organisés à l'intérieur du pays connaissent le succès grâce à des vétérans qui continuent d'entretenir la flamme auprès de jeunes tout en gardant le contact avec tous les amoureux du basketball. C'est le basket ivoirien qui gagne. C'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est le sport. Je pense que, au-delà du fait que ce soit la Fédération ivoirienne de basket qui soit en griffe représentée, parce qu'il y a des anciennes gloires, pour nous c'est une affaire de famille, c'est des retrouvailles, c'est de la joie partagée en fait. Transmettre la passion aux jeunes, c'est l'ambition principale des promoteurs du basketball à l'intérieur du pays. Objectif, disposer d'un vivier de jeunes pour alimenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la Coupe du monde de basketball en août 2019 en Chine. La deuxième édition de l'exposition Melting Pot met en valeur les travaux des peintres. Au travers de leurs œuvres, les artistes confirmés et ceux de la génération montante font la promotion des valeurs culturelles africaines. Cet événement se déroule à Abidjan et il durera pendant 2 mois. Suivons ensemble ce reportage. 10 artistes peintres sont en exposition collective durant 2 mois à Abidjan. Ensemble, la génération de peintres confirmés dont Mori Fondio et la montante avec Charles David véhiculent des messages de réconciliation, d'unité, de paix, de sauvegarde de la tradition à travers leurs œuvres. C'est un masque Goli et il essaie en fait d'exprimer dans cette toile le brassage culturel. Et à travers cette toile, j'ai utilisé aussi des pagnes pour montrer le métissage. C'est un message fort qui lance au peuple ivoirien un message de réconciliation, un message d'unité, un message d'entente. Grâce à des techniques comme le collage et le tissage, leurs œuvres s'inscrivent également dans la promotion du développement durable par le recyclage de papier et de tissus. Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus sur ce site pour apprécier la trentaine de tableaux. J'ai été agréablement surpris par les tableaux de l'artiste Kevin Tresh, les tableaux de Charles David également. Je me dis que c'est des valeurs sûres. L'Afrique est une pépinière de talents dont certains sont encore trop méconnus et qui gagnent, disons, à avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est un petit peu l'objectif de ce Melting Pot. Débutée le 11 mars, l'exposition prendra fin le 11 mai 2019. Une occasion pour les différentes générations d'artistes peintres de conquérir davantage le public avec leurs œuvres. Les partis politiques du Burkina Faso préparent les élections présidentielles de 2020. Les membres du réseau libéral africain souhaitent prendre le pouvoir en 2020 et installer un régime libéral à la tête du pays. Bientôt 5 ans après le scrutin de novembre 2015, le Burkina Faso organisera une nouvelle élection présidentielle en 2020. Déjà, les partis libéraux burkinabés, membres du réseau libéral africain, entrevoient les chances d'une alternative. L'UPC, l'ADF-RDA et le Faso autrement affichent leur sérénité dans la préparation de ces futures échéances électorales qui pourraient être favorables pour l'opposition. Il est temps d'essayer le libéralisme et de voir ce que le libéralisme pourra apporter à notre pays, le Burkina Faso.
En tout cas, nous souhaitons qu'en 2020, les libéraux soient au pouvoir au Burkina Faso et nous ferons ce que nous avons à faire. Nous jouerons notre partition pour que les libéraux soient au pouvoir en 2020. Les partis burkinabés, membres du réseau libéral africain, nourrissent aussi l'ambition d'installer un régime libéral à la tête du Burkina Faso, un projet qui aurait des chances d'aboutir grâce à l'adhésion d'une majeure partie de l'opposition. Des concertations ont commencé pour définir une stratégie commune. Et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Rappelons que Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, s'est vu confier début mars à Marrakech au Maroc le poste de président délégué du réseau libéral africain. Un an après la signature à Kigali sur l'accord de la zone de libre-échange continentale, des progrès sont notés dans les 5 communautés économiques du continent. Toutefois, il y a des couacs dans certaines régions économiques, notamment la CEMAC, où l'intégration africaine repose sur l'économie camerounaise. Suivons ensemble cet élément. Le 21 mars 2018, réunis à Kigali au Rwanda, les nations africaines ont fait un pas majeur en signant l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Une initiative parmi tant d'autres prise pour renforcer l'intégration régionale en Afrique. Si des progrès considérables dans ce sens ont depuis lors été notés dans certaines des 5 communautés économiques régionales qui forment le continent, le processus d'intégration est plus lent dans certaines sous-régions, comme c'est le cas pour la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour le Cameroun, principal moteur de la sous-région, l'intégration régionale est plus que jamais garant de l'essor de l'économie nationale. Nous sommes heureux de voir que cette quête pour une plus grande intégration est maintenant largement partagée, parce que les chefs d'État se sont prononcés, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en N'Djamena dernièrement. Ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais au moins la volonté est là et nous espérons que nous allons continuer dans ce sens. Bien que les États d'Afrique centrale aient travaillé à renforcer l'intégration régionale depuis leur indépendance dans les années 60, la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire n'est pas complètement effective. Certes, on note quelques acquis, comme l'accord obtenu sur la réduction des droits de douane pouvant aller jusqu'à 70% sur certains produits de base comme le sucre. De nombreuses initiatives visant à renforcer l'intégration communautaire au sein de la CEMAC sont toujours au stade embryonnaire. Bien, il faut déjà savoir que le Cameroun est extrêmement demandeur de l'intégration. On ne va pas donner les chiffres, mais vous savez, le Cameroun, c'est presque 50% du PIB de la sous-région. Ça signifie que le Cameroun a intérêt à ce que l'accélération de la circulation des hommes et des biens se fasse. À l'ère de la mondialisation, le succès de cette initiative aura une répercussion autant sur l'intégration politique et économique que sur l'architecture de paix et de sécurité du continent africain. Une intégration régionale effective garantira à l'Afrique sa place sur l'échiquier mondial. Quel adversaire de poids pour contrer le président Azali Assoumani alors que l'opposition se cherche encore un leader? L'opposition comorienne joue son va-tout et opte pour une compétition en rang serré. Ce sont donc 11 candidats qui tentent d'imposer une nouvelle figure politique aux Comores. Le chef de l'Union des partis d'opposition aux Comores a déclaré mardi qu'il était temps pour le président Azali Assoumani de se retirer à peine une semaine avant les élections présidentielles. Mohamed Ali Swahili, connu sous le nom de Mamadou, a également accusé Assoumani de tenter de truquer les élections. C'est l'émergence qu'on demande aux Comores. Faire peur aux gens, faire en sorte que personne n'ait le droit de s'exprimer? Je ne pense pas. Les Comores méritent mieux. Et je crois que Azali ait fait son temps. Il a le droit de prendre sa retraite politique. Répondant aux opposants, le président Azali Assoumani affirme que leur crainte n'est pas fondée. On a mis en place même un comité de concertation entre l'opposition et le pouvoir. Donc tous les éléments sont mis en place pour rassurer les gens. Bon, mais si malgré tout ça ne les rassure pas, c'est leur problème. C'est pas pourquoi ils ont peur. 11 candidats de l'opposition sont en lice pour les élections présidentielles prévues pour le 24 mars aux Comores. Dans une déclaration commune, ils ont appelé à un vote transparent. Le président Assoumani, élu en 2016,
se porte candidat à sa propre réélection. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a effectué une visite dans une zone inondée après le passage d'un cyclone. Le chef d'État s'est rendu à Chimanimani après que les vents cycloniques et les inondations aient balayé le sud-est de l'Afrique australe, touchant ainsi 2,6 millions de personnes. Suivons ensemble ce reportage. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est rendu mardi dans la région du pays affectée par les inondations après le passage du cyclone qui a affecté plus de 2,6 millions de personnes dans le sud-est de l'Afrique. Le président Mnangagwa a déclaré que son gouvernement évaluait actuellement les dommages afin de fournir une assistance adéquate. Je suis venu dans le but de rendre visite aux familles, aux communautés ainsi qu'aux infrastructures. Je suis venu évaluer les destructions afin que nous puissions évaluer et déterminer ce que le gouvernement peut faire en termes d'assistance. Il a ajouté que plusieurs pays africains avaient également annoncé leur soutien ainsi que les Émirats arabes unis, où il s'est récemment rendu. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et l'Angola ont également indiqué qu'ils souhaitaient savoir quels étaient nos besoins et nous sommes en train d'inventorier le matériel qui pourrait nous aider. L'Union européenne a annoncé mardi un premier programme d'aide d'urgence de 3,97 millions de dollars au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe pour un appui logistique aux populations sinistrées, des abris d'urgence, de l'hygiène, des installations sanitaires et des soins de santé. Les opérateurs économiques du Mali sont en colère. Ils dénoncent des blocages administratifs dont ils font l'objet. Et selon eux, cela pourrait avoir des conséquences très visibles sur le secteur privé malien. Suivons ensemble cet élément. À la faveur d'une nouvelle rencontre entre le gouvernement et le patronat, les opérateurs économiques maliens ont profité pour dénoncer les blocages administratifs dont ils sont victimes. Le président du patronat n'a pas manqué de dévoiler une liste de fonctionnaires qu'il considère comme des terroristes. Ils ont pris en otage le secteur privé. Ils ne peuvent rien faire. Ils nous obligent, ils nous poussent, ils nous envoient à l'abattoir. Ils ont droit de vie et de mort sur tout le monde. Les magistrats, les services financiers de l'État, tout ça, c'est des gens qui manipulent et qui vous envoient à l'abattoir. Et aussi bien les politiques que le secteur privé, c'est pourquoi le secteur privé ne peut pas se développer. Selon le rapport 2017 du vérificateur général, 16 vérifications financières et de conformité ont été effectuées en 2015 auprès de 23 structures. Le montant total des irrégularités financières s'élève à 70,10 milliards de francs CFA. Il y a une classe sociale organisée au Mali qui vole la part des autres et qui fait que le Malien a faim, qui fait que le Malien ne peut pas trouver du travail, qui fait que le secteur privé ne peut pas employer, qui fait que le Malien n'a pas accès à la santé et qui fait que le Malien tout simplement n'avance pas. En plus de la liste des 1600 fonctionnaires, les opérateurs économiques maliens disent détenir des preuves pour soutenir leurs accusations. L'affaire continue de défrayer la chronique dans la capitale malienne. La pollution menace le secteur touristique gabonais et les plages sont les endroits les moins salubres. Indignés, des individus ont décidé, en collaboration avec le ministère de l'Environnement gabonais, de se dresser contre l'insalubrité de plus en plus grandissante. Suivons ensemble ce reportage. Au Gabon, l'activité touristique est menacée par la pollution due à l'activité humaine. Le phénomène est encore plus visible sur les plages côtières. Afin d'y remédier, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement ainsi que le ministère de l'Environnement ont organisé des exercices de nettoyage comprenant plus de 300 volontaires qui, toutes les 2 semaines, ramassent, ensachent et pèsent les déchets jonchant la plage de Libreville. Chaque 2 semaines, on est ici, on se retrouve, on est nombreux, on le fait bien. Et puis après, on ne donne rien à personne. On est une ONG, on n'a pas de moyens, on ne donne rien à personne. Alors si on a la possibilité maintenant de donner au moins 100 000 francs aux gens, alors pourquoi ne pas organiser une toute petite compétition en sachant que non seulement ceux qui le font déjà de manière bénévole seront là, ils pourront être encore plus motivés, mais aussi ceux qui ne le font pas déjà. Donc ça nous fait un plus. L'initiative lancée pour la première fois en juin 2018 gagne progressivement en popularité. Les habitants de Libreville espèrent que le projet pourra être étendu ailleurs dans le pays. De son côté, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement envisage déjà une phase de recyclage des déchets collectés
en particulier les déchets plastiques. Nous, on souhaiterait bien sûr transformer surtout les déchets plastiques parce que ça constitue une opportunité pour nous. Donc on est en train de travailler, tisser des partenariats à gauche et à droite pour que peut-être dans 1 mois, 2 mois, on puisse transformer ces plastiques ici. Encore très dépendante du pétrole, l'économie gabonaise tend désormais à se diversifier. De telles initiatives d'assainissement pourraient booster le tourisme qui, avec l'agriculture, l'exploitation minière et forestière, constituent des secteurs porteurs de croissance. La diversité célébrée en Afrique du Sud par un carnaval. C'est le Green Point Fun Walk qui s'est déroulé dans la ville du Cap. Cet événement promeut le brassage culturel dans le respect des valeurs intrinsèques de chaque culture. Suivons ensemble ce reportage. Un carnaval pour célébrer la diversité en Afrique du Sud. La Green Point Fun Walk dans la ville du Cap a accueilli une série d'activités samedi dernier lors du carnaval annuel du Cap. Sous le thème « Lève-toi et brille », les spectateurs ont eu droit à une grande variété de divertissements. La nation arc-en-ciel n'est pas un mythe, c'est la réalité, c'est ici, les gens la vivent et nous devrions continuer sur cette voie. Vous avez les chrétiens, vous avez vos juifs, vous avez les musulmans, c'est le Cap. C'est ce que je voulais dire par là, la raison de cet événement. Les différents groupes culturels ensemble et de dire les uns aux autres, nous apprécions l'intimité des uns, des autres. Nous avons le plus grand respect l'un pour l'autre et nous avons le plus grand respect pour l'autre. Un peu différent de la célèbre version de Rio de Janeiro au Brésil, le carnaval du Cap s'est voulu rassembleur en favorisant la mixité. Un spectacle que les riverains ne sont pas prêts d'oublier. C'est tellement cool, surtout celui de KFM et celui des Allemands. En fait, on a l'occasion de voir différentes cultures. Et puis, il y a de la musique. C'est trop cool. Côté thématique, les différents thèmes de ces dernières années sont revisités, histoire de remonter le temps d'une soirée. Cette édition 2019 a été symbolique puisque l'événement fête ses 10 ans. Selon les responsables de la ville, le carnaval de cette année comptait plus de 54 groupes de performance représentant une 50aine de collectivités de la métropole et d'ailleurs. L'Union africaine au chevet de la Centrafrique dans le processus d'application de l'accord de paix signé il y a de cela 1 an. Les 7 autres accords n'ayant point abouti, l'Union africaine s'efforce de suivre ce 8e accord de sorte à ce qu'il y ait une issue favorable pour les protagonistes centrafricains. Suivons ensemble cet élément. L'Union africaine tente actuellement une médiation à son siège d'Addis Abeba pour sauver l'accord de paix récemment conclu entre les divers protagonistes de la crise centrafricaine à Khartoum au Soudan le 5 février dernier. Mardi, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et principal médiateur de cette réunion, Smail Chagui, a écrit sur Twitter avoir consulté tous les signataires de l'accord et avoir rencontré le nouveau Premier ministre pour échanger les points de vue sur les moyens d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix, rapporte l'AFP. Cet accord de paix, soutenu par tous les partenaires de Bangui et préparé depuis 2017 par l'Union africaine, est le 8e signé depuis le début de la crise. Aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité, pas plus que la présence de la MINUSCA, déployée en 2014 et forte de 11 000 casques bleus. C'est la constitution du nouveau gouvernement centrafricain qui a créé la tension. Pour le moment, l'Union africaine reste réservée sur le déroulement des pourparlers. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et surtout, ne zappez pas, ayez la primeur de l'information en suivant First TV Africa.